Comme quoi, tout arrive. Godzilla vs Kong est le premier film de la franchise que j'ai apprécié. Pour l'intégralité des autres films, tout ce qui concernait les humains m'était insupportable. Moins on les voit, mieux c'était. Ici, la présence des humains est limitée. Ils servent à faire de l'exposition et à avancer l'intrigue sans faire hurler par leurs décisions stupides. Presque. Une équipe d'humains sert à faire progresser l'intrigue, la team Kong, et l'autre à faire de l'exposition, la team Godzilla. Devinez laquelle on peut couper du film. Désolé 11, mais tu sers à rien au film. Je n'exagère même pas. On peut la couper du film sans changer l'intrigue. C'est dommage pour Millie Brown. Si vous êtes là pour elle, alors déjà, vous êtes bizarre. Venir voir un film avec une telle affiche pour voir 11, je comprends pas. Mais en plus, vous serez déçu par son arc narratif inexistant. Comme d'hab, la partie humaine est la plus faible du film. La Team Kong est la seule à avoir de l'intérêt. On arrive même à s'attacher à eux. C'est un miracle. Il y a de la diversité dans le cast sans faire des caisses. Pas de politique identitaire. Ça me change. Tous les hommes ne sont pas des monstres, des lâches ou des idiots. Même si j'ai craint sur ce point, je le reconnais. Les femmes ne sauvent pas le monde pendant que les hommes se planquent. C'est juste des humains. Bons et mauvais. Ça devrait être normal, mais si je le précise, c'est que c'est devenu rare. Il n'y a pas de politique identitaire dans le film. On a déjà le thème de l'homme contre la nature sans avoir à en rajouter. Bon, parlons tout de suite de pourquoi vous êtes venus. Les combats sont mieux tournés et chorégraphiés dans ce film que dans les précédents. Adieu l'abus de shaky cam et de plans dans l'obscurité ou vus de très loin. C'est bien mieux comme ça. Par contre, ils ont abusé sur les néons. Il y en a partout. On est en plein Tron Legacy. Je suis même surpris de ne pas avoir droit à une BO de Daft Punk. On est venu voir un lézard se foutre sur la gueule avec un gorille. C'est pas Shakespeare. Si vous arrivez à éteindre la partie rationnelle de votre cerveau, c'est un film plus que convenable. Je parle de la franchise actuelle. Pas besoin de me dire la version de 1900 quelque chose est bien supérieure. Je juge ce film seul et ensuite dans sa propre continuité. Et c'est celui avec le moins de défauts. C'est pas comme ça qu'on fait un chef-d'œuvre, mais je prends. Si vous avez 2 heures à tuer pour un film sans prise de tête, je recommande fortement. Vous serez pas déçus. Le scénario du film est tellement simple que je ne peux pas développer bien plus sans spoiler. Donc, l'intrigue du film est en gros la trame principale de Batman v Superman. Bon, j'abandonne. Vous enfuyez pas, c'est pas un jugement de qualité, c'est juste une comparaison d'histoire. Dans les deux cas, on a un protagoniste qui se fait manipuler par l'antagonisme du film pour finir par un duel à mort. Et finalement, le méchant fabrique un monstre pour vaincre l'être plus puissant du film. Les adversaires doivent donc s'allier pour vaincre leur ennemi commun et développent une entente. La grosse différence entre les deux films est que dans Godzilla vs Kong, le scénario est simplifié au maximum pour se consacrer sur le combat. Du coup, on ne s'arrache pas les cheveux devant toutes les absurdités qu'il faut avaler pour suivre l'intrigue. Le problème principal du film pour moi est que dans celui-ci, je considère que les humains ne sont pas en tort. Je suis dans le camp du méchant du film. Je ne cautionne pas les méthodes, mais je soutiens totalement le projet. Et pour moi, ça jure avec les thématiques de Godzilla et même de Kong. L'homme face à la nature. Les conséquences de l'utilisation du nucléaire par l'homme ou de la pollution que l'on produit. Sans compter le fait d'essayer de soumettre les animaux à notre pouvoir. L'humanité qui essaye de contrôler la nature, ou n'a aucun égard pour elle, et qui s'en repentera. Puis nous sommes sauvés grâce à l'incarnation de la nature, notre maître à tous. C'était du moins le cas jusqu'ici. Dans ce film, le méchant n'est pas un mégalomaniaque qui veut asservir l'humanité en se servant de nos technologies pour soumettre la nature. Le thème de l'homme contre la nature est maintenu, mais le contexte du film change la donne. Il ne s'agit pas d'un essai nucléaire qui aurait mal tourné, ou d'un forage qui ouvre un accès à des monstres qui menacent l'humanité. Ici, l'humanité vit sous la terreur constante que des titans vont apparaître et tous nous massacrer sans exception. Notre planche de salut est Godzilla, notre sauveur. Le mal alpha, le roi des monstres. La seule raison pour laquelle il ne nous chasse pas en permanence est qu'on ne vaut pas la peine. On est tellement faible qu'il nous ignore. L'humanité ne doit sa survie qu'au bon vouloir d'un lézard géant. On fera quoi le jour où un titan surpuissant vaincra Godzilla? On espère juste qu'on va renouveler le bail avec le nouveau proprio? Sérieusement? Laisser la survie de l'humanité entre d'autres mains que les nôtres est une mauvaise idée. L'antagoniste du film, le héros selon moi, veut que les humains possèdent une arme plus puissante que Godzilla pour nous défendre nous-mêmes. C'est un choix évident. Qui remet son destin entre les mains d'un titan est un idiot.
Donner tant de pouvoir à un seul homme est un risque conséquent, je le reconnais. Mais le film ne suggère même pas que l'antagoniste veuille utiliser son pouvoir à mal. Et non, tuer Godzilla n'est pas un acte horrible selon moi. Godzilla est un tyran, pas un héros. Qu'il refuse que quelqu'un d'autre puisse toucher à ses esclaves ne fait pas de lui un sauveur. Le thème du péché d'orgueil de l'homme revient fatalement quand l'arme créée pour vaincre les titans se retourne contre nous. Ces thématiques, on le voit venir de très loin. Si le film avait voulu conserver intact le thème de l'humain qui dégrade la nature et les titans qui représentent la Terre qui se venge, il fallait mieux se consacrer exclusivement à la récolte d'énergie. Il fallait faire d'Apex une société qui investit lourdement pour trouver de nouvelles ressources d'énergie. Jusque-là, on est proche. Il travaille sur le renouvelable, le nucléaire, le pétrole et la géothermie. L'antagoniste veut, comme dans le film, se rendre au centre de la Terre, coucou Jules Verne, pour exploiter son énergie. Vous faites en sorte que les forages pour se rendre au centre de la Terre provoquent des séismes planétaires. Des failles provoquées par le forage, des titans apparaissent de plus en plus sur la planète, provoquant des catastrophes. La soif de pouvoir de l'homme provoque une réaction provenant littéralement du centre de la Terre pour nous punir. Le directeur d'Apex s'en fiche, mais il ne peut pas laisser les titans détruire l'humanité. C'est son espèce quand même. Du coup, il fabrique son propre titan artificiel, le Mecha Godzilla, comme dans le film, et il en perd le contrôle. Cela ne change que les motivations de quelques personnages, mais respecte plus les thématiques d'origine de Godzilla. Je suis pas un puriste, mais je préfère l'intrigue comme ça. Mais si vous préférez faire de lui le héros, je suis d'accord. Puisque Apex est à terme l'antagoniste du film, il fallait quelqu'un pour nous le montrer. Rentre Bernie, un conspirationniste qui enquête sur la société Apex et les attaques de Godzilla à travers le monde. Toutes les expositions sont faites par lui. Si 11 était supprimé du film, il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas exactement les mêmes choses. Après tout, on commence le film en le suivant lui, pas elle. Il continuera son enquête avec ou sans elle. Il agit de lui-même. Le fait qu'elle soit la fille du directeur de Monarch n'apporte rien à l'histoire non plus. Si encore elle avait eu accès à des infos en les volant sur la dit de son père, et que Bernie, quant à lui, puisse lui donner accès à la société Apex. Mais non, la seule raison de sa présence à elle est d'emmener un ami qui va sauver la situation à la fin du film. Oui, la contribution de 11 est d'emmener 2 hommes pour tout faire à sa place. Au moins t'as eu un cachet. Son nom sur l'affiche doit ramener des spectateurs de toute évidence. Pour ceux qui iront voir un film avec Godzilla et King Kong pour elle et pas les kaiju. Je vous comprends pas, mais bon, ça doit exister. Tout ça pour dire que si vous l'enlevez du film, cela ne change rien. Il faut juste modifier une scène pour que le conspi se serve lui-même de sa gourde. C'est tout. Pourquoi les enfants sont avec Bernie dans le film? Déjà pour attirer un public plus jeune, mais aussi pour aider à l'exposition. Si Bernie ou 11 étaient seuls et se mettaient à parler tout seuls pour faire de l'exposition, on aurait trouvé ça bizarre. Bon, peut-être pas pour Bernie. Je le vois bien parler tout seul. Surtout qu'on parle d'un conspi avec son propre podcast. Donnez-lui un dictaphone dans lequel il parle constamment et c'est réglé. J'ai réussi à remplacer 11 par un dictaphone pour le même effet. Elle est si bien écrite. L'autre enfant du film sert à l'intrigue et au développement, elle. Elle nous sert à humaniser Kong à travers leur interaction. Ce qui nous rend Kong sympathique par association. Et on a fait l'effort de justifier pourquoi on envoie une fille au milieu du danger. C'est la seule personne sur Terre avec qui Kong accepte de communiquer et d'écouter. Je pense que cela fait de sa gardienne une très mauvaise mère adoptive, mais bon. Scénario. Le film m'a inquiété quand on a commencé à laisser croire que Lynn sera un stéréotype de trouillard. Je m'attendais déjà à le voir s'enfuir dans les toilettes puis dévorer vivant par Godzilla. De même pour Bernie qui serait instable et aurait besoin de 11 pour compenser. J'ai pris l'habitude de voir les hommes être rabaissés par Hollywood pour raisons idéologiques. Mais en fait, c'est un jeune homme qui sauve les miches des kaiju à la fin. Et Lynn s'avère prêt à se sacrifier pour sauver les autres et même un titan. Pas de base politique dans le film. Quelle bouffée d'air frais. Parlons de l'intrigue. Le directeur de la société Apex engage Nathan Lynn pour une expédition au centre de la Terre. Au centre de la Terre se trouve un écosystème indépendant d'où proviennent les titans. Et Lynn est l'homme qui a écrit un bouquin à ce sujet. On pouvait pas engager Jules Verne car il est déjà mort. Lynn n'a aucun intérêt pour la société Apex dans le film. J'aime bien son personnage, mais c'est comme ça. Il ne possède aucune info utile ou expertise. Il n'a jamais mis les pieds au centre de la Terre, n'est pas un xénobiologiste, et l'accès à l'écosystème est déjà contrôlé par Apex. Ils ont même la technologie pour s'y rendre. Sa présence n'a aucun sens. Si encore ils avaient besoin de lui pour convaincre Kong ou celle qui s'occupe de Kong. Mais n'importe qui aurait pu le faire. Il n'apporte rien. J'ai rien contre lui. Il sera important pour l'intrigue plus tard. Mais son inclusion n'a aucun sens.
Lind a une théorie concernant la mémoire génétique. Cette phrase sur la mémoire génétique n'est là que pour mettre en place l'animus pour plus tard. La théorie veut que Kong peut se diriger jusqu'au centre de la Terre par instinct, ce qui n'a aucun intérêt quand on sait déjà comment s'y rendre. Mais il devrait pouvoir nous conduire jusqu'à la source d'énergie de l'endroit. On transfère donc Kong jusqu'à l'entrée de l'écosystème qui se trouve en Antarctique. Tout le monde pense que Godzilla risque d'attaquer en percevant la présence de Kong maintenant qu'il a quitté Dagobah. Du coup, Godzilla peut le repérer par la force. J'indique le danger car on emmène une petite fille sur le navire. C'est très risqué, voire mortel, et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'elle. C'est pendant le transfert qu'elle se rendra indispensable en communiquant avec lui. Si cette scène avait eu lieu sur l'île, cela justifierait mieux sa présence. Mais passons. Les filles se moquent du Viking car il a peur de Kong. C'est là que j'ai eu peur pour son personnage qu'on allait émasculer. Avoir peur de Kong, ça s'appelle l'instinct de préservation. Il est prudent, vous êtes stupide. Le directeur d'Apex a envoyé sa fille pour servir de babysitter au projet. D'entrée, elle se montre désagréable. Pendant le transfert de Kong, Godzilla attaque et on a le droit au premier duel. Lin sauve la vie de tout le monde en détachant Kong et en demandant de faire le mort pour que Godzilla n'attaque pas. Son personnage est utile maintenant. Belle remontée. La bande, dont la fille qui sert de guide pour Kong, se rend au centre de la Terre. Kong nous conduit jusqu'à la Moria et on découvre la source d'énergie de tout l'écosystème. Comme on pouvait s'y attendre, le perso de la fille de l'antagoniste va s'avérer avoir un plan maléfique. Recueillir un échantillon d'un liquide avec une sonde. En quoi c'est maléfique? Et c'est la femme qui a fait construire un dôme autour d'une île qui fait la leçon. L'écosystème de l'île se dégrade à cause d'elle. Elle a détruit une île et veut faire des critiques. Cette scène est jouée comme un retournement de situation alors qu'il s'agit du plan. Suivre Kong jusqu'à la source d'énergie de cet écosystème. If we can harness this life force, we'll have a weapon that can compete with Godzilla. Si encore on avait menti en prétendant juste vouloir renvoyer Kong chez lui, mais que Apex avait des intentions malsaines. Mais c'était le plan depuis le début. Lin le sait et c'est un des gentils. Vous croyez que c'était pourquoi? Dessiner une carte? La beauté du geste? Évidemment qu'ils vont prendre des échantillons. Si encore la prise de l'échantillon avait causé une réaction en chaîne. Même pas. Pas d'explosion ou tremblement de terre. Ils se font attaquer par des piafs qui viennent de se réveiller. Que Kong a provoqué tout seul, sans l'aide des humains. Vous vouliez faire d'elle un méchant, mais c'est pas le cas. C'est juste une garce hautaine et orgueilleuse. La fille d'un industriel milliardaire. Quel choc. Et si elle doit choisir entre sa vie et celle d'un gorille, elle choisit la sienne. Quelle garce, la vie de tout l'équipage contre un gorille. Impensable. Vous êtes même allé jusqu'à faire de sa mort sa propre faute. Plutôt que de simplement contourner l'obstacle et s'enfuir, elle décide de tirer sur Kong pour qu'il s'écarte. Un plan voué à l'échec et stupide. Ça énerve évidemment Kong qui l'écrase vivante. Mais elle l'a bien cherché. Qu'elle soit la fille de l'antagoniste n'aura aucun intérêt scénaristique. Elle aurait pu être un membre de son service d'administration aussi bien. Kong a juste tué sa fille. Le film n'accorde même pas de réaction du méchant à ce sujet. Que je sache, il n'est même pas au courant. Quel intérêt d'en faire sa fille si ça n'apporte strictement rien? Soit vous montrez qu'il est détruit par la mort de sa fille, ce qui l'humanise, soit il n'en a rien à faire et ça le définit comme un monstre. Là, on n'a rien. C'est un concept. Pourquoi Apex veut récupérer la source d'énergie? Régler les problèmes d'énergie sur Terre? Non, ça va pas. Pour tuer Godzilla? Comment? Faut revenir à la Team Exposition pour ça. On traque Bernie avec son ami et il les conduit sur les ruines de la dernière attaque de Godzilla, les ruines d'une filiale d'Apex. Il les conduit jusqu'à un ascenseur qui conduit à un labo secret. L'endroit n'est pas surveillé et l'ascenseur n'a pas été condamné. Magnifique. Ils sont envoyés par accident à la base d'Apex de Hong Kong. Tout ça, c'est pour nous montrer qu'Apex a fabriqué un Transformers pour tuer des titans. Le Mecha Godzilla. Personne ne remarque la présence d'humains dans la salle d'entraînement au milieu d'un combat. Ensuite, ils découvrent l'Animus, dans une salle à ouverture automatique non sécurisée.
Bernie nous sert d'outil à exposition. En branchant un appareil au squelette de Ghinora, ils peuvent se servir de sa mémoire génétique grâce à une interface psionique. C'est l'Animus. Ils servent juste à l'exposition pour l'audience. La mise en ligne d'un nouveau titan attire Godzilla jusqu'à Hong Kong. Et il ravage les lieux, puis perce un trou jusqu'au centre de la Terre. Donc vers Kong, mais pas vers le mecha qu'il a attiré jusqu'ici. Ok. Bon, on s'en fout. C'est le moment de la marave. La bataille entre Godzilla et Kong. Le résultat du combat ne faisait aucun doute pour moi. Le jeu de qui peut battre qui ne m'a jamais intéressé. Seulement le film nous montre Godzilla percer un trou dans le sol jusqu'au centre de la Terre avec son souffle. Cela prendrait des jours pour remonter à la surface en courant. Même pour Kong. Ça fait une trotte quand même. En tout cas, quand on fait fondre des kilomètres de roche avec son souffle, Kong a aucune chance. S'il se fait toucher, c'est un instant kill. Mais ça peut rendre le combat intéressant, augmenter le danger, nous faire craindre pour Kong, qui peut mourir à tout instant. Et je rappelle que c'est avec lui que l'audience est attachée, là où Godzilla était toujours montré comme un agresseur jusqu'ici. Godzilla a la puissance brute. Kong a l'agilité qui lui permet d'esquiver les attaques. Ok, la peau de Kong est plus résistante que des kilomètres de roche. Bien sûr. Je sais pas en quoi sont faits vos aiguilles pour l'anesthésie, mais c'est pas de la daube. Le duel se conclut par la seconde victoire du roi des monstres. Mais le studio n'était pas prêt à tuer sa poule aux œufs d'or. Il fallait terminer sur un combat où Godzilla et Kong s'allient contre un Transformers. Que demande le peuple? Moi, j'ai rien contre son design, mais je suis pas un puriste non plus. Avec un coup de pouce des humains, notre duo de titans vainc Mecha Godzilla. Lind réanime Kong et la team Godzilla perturbe le mecha en renversant du liquide dans un ordi. Si, c'est bien ce qui se passe. Je tiens à faire remarquer que c'est ce gamin qui a permis de sauver le monde du mecha. L'ingénieur qui vole des données d'un ordi comme intro de son histoire, lui, il regarde juste. C'est quoi cet arc pourri? Non mais vraiment, n'importe quoi pour justifier la présence des mômes. Dès l'instant où ils comprennent qu'ils n'ont pas accès à l'ordinateur, ils auraient dû aller à la solution évidente. Débrancher le cerveau du mecha. Le plan avec l'alcool aurait pu et aurait dû échouer. Griller un ordi et griller tout un système, c'est différent. Si un réacteur nucléaire rentre en fusion et que tu renverses ta tasse de café sur le moniteur de contrôle, t'as juste grillé ton clavier. T'as rien éteint du tout. On aurait dû les voir retourner dans la salle de commande du mecha. Vu la taille, ils auraient sûrement dû tirer dessus avec les armes des gardes. Mais heureusement pour nous, le plan A fonctionné. Grâce à la coopération entre Kong et Godzilla, on a le droit à une scène où un gorille géant coupe un Transformer à la hache en se servant de l'énergie du souffle d'un lézard radioactif. Je m'attendais pas à prononcer une telle phrase dans ma vie. Pour conclure, le film m'a bien plu malgré les critiques faites. Je peux pas juste éteindre mon cerveau comme ça. Même pour un film avec un lézard géant qui se bat avec un gorille, puis contre un Transformers. Si vous êtes là seulement pour la bagarre, ce film devrait vous satisfaire amplement. Par contre, les humains restent la partie la plus faible du film, mais qui ça étonne.